Un ETF, c'est comme un buffet à volonté. Pour une somme modique, vous avez accès à tout un éventail de plats. Vous pouvez même goûter à différentes cuisines, la cuisine mondiale, la cuisine française, italienne, japonaise, pourquoi pas. Par contre, certains buffets sont thématiques comme vegan, et à ce moment-là, pas sûr que vous vous y retrouviez d'un point de vue financier et encore moins protéinique. Certains restaurateurs aiment cuisiner avec des ingrédients locaux, d'autres préfèrent des ingrédients synthétiques en conserve. Certains restaurants mettent en avant leur label bio, équitable, fair trade, inclusif. Au goût, ça ne se sent pas trop, mais un petit peu plus au moment de l'addition. Bref. À l'instar des buffets à volonté, les ETF sont des outils financiers très intéressants à condition de savoir ce que l'on fait. Je vous explique comment bien choisir un ETF dans un instant. Avant de commencer, deux petites choses. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne, partagez et interagissez avec le contenu afin de la faire grandir. C'est important car ce que j'essaie de faire, c'est de développer une pensée libérale qui manque cruellement en Belgique, ainsi que d'offrir les bases de l'investissement boursier au plus de monde possible pour qu'ils puissent s'émanciper financièrement de notre État communiste qui ne sait faire que deux choses, augmenter les taxes et diminuer les libertés individuelles. Donc pour ça, je vous remercie. Et ensuite, deuxièmement, je ne suis pas un conseiller financier et je ne donne aucun conseil d'investissement. Ce que je vous partage, ce sont mes expériences personnelles, mes convictions, ainsi que des principes généraux. À vous de les appliquer à votre situation et en toute responsabilité d'adulte. Voilà. Maintenant que c'est dit, passons au sujet de la vidéo. Tout d'abord, un rapide rappel sur pourquoi il est important, voire indispensable d'investir. Alors, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'investir en bourse. Vous pouvez investir dans bien d'autres domaines comme par exemple l'immobilier, les crypto-monnaies, les cartes Pokémon si vous voulez. Mais pour moi, la bourse présente de nombreux avantages par rapport aux autres domaines. Tout d'abord, la bourse a un prix d'entrée qui est accessible et il est facile de se diversifier au niveau de ses actifs. Ensuite, en théorie, dans la bourse, vous investissez dans des actifs de qualité et surtout, en bourse, il y a moyen de s'en sortir avec des connaissances basiques, surtout en utilisant des outils financiers aussi puissants que les ETF. Ensuite, pourquoi est-ce que vous devez investir? Il existe un phénomène qui s'appelle l'inflation et qui nous dit que, quoi que vous fassiez, votre argent, chaque année, perd un petit peu de sa valeur. Concrètement, cela veut dire qu'avec la même somme d'argent, la quantité de biens et de services que vous allez pouvoir acheter va diminuer d'année en année. Et donc, afin de contrer ce phénomène, il faut que le rendement moyen annuel de vos investissements soit au minimum supérieur à l'inflation. On va illustrer tout ça avec un simple exemple. Imaginons que vous ayez un investissement de départ de 5 000 euros et que tous les mois, vous ajoutiez 500 euros à vos investissements. Vous faites cela pendant 40 ans avec un rendement annuel moyen de 7%. À la fin, vous avez investi 245 000 euros et vous sortez avec 1,2 million d'euros en ayant battu l'inflation. Et on l'imagine assez facilement qu'une retraite à 60 ans, ça s'appréhende beaucoup plus sereinement avec 1 million d'euros plutôt qu'en dépendant des tickets de rationnement de notre cher État communiste qui, je suis sûr, va les distribuer de manière juste, équitable et éco-responsable. Donc, une fois que cela est dit, comment bien choisir un ETF? Il faut s'intéresser aux informations clés de notre ETF et pour cela, prenons un exemple, ce sera beaucoup plus parlant. Ici, nous avons un ETF classique, le iShares Core MSCI World UCITS ETF USD AC. Donc, les principales informations clés d'un ETF sont incluses dans le nom, mais vous vous en rendez compte, lorsque l'on lit cela d'une traite pour la première fois, c'est peu parlant. Il faut décomposer ce nom afin d'avoir ces informations clés. Donc, faisons cela. En général, le premier mot du nom de l'ETF, c'est simplement l'émetteur, c'est-à-dire l'entreprise qui va émettre le fonds indiciel. Ici,
iShares, il s'agit de BlackRock, mais il en existe bien d'autres comme Vanguard ou Amundi, qui est une entreprise française. Mais je considère que ce n'est pas un critère pertinent pour le choix d'un ETF, c'est simplement un critère informatif. Ensuite, la deuxième partie du nom, Core MSCI World, nous indique l'indice sur lequel va s'adosser l'ETF. Et cette partie est l'une des caractéristiques clés qui va fortement influencer votre choix. En effet, cela va déterminer la diversification géographique et sectorielle de votre ETF. Dans notre exemple, le Core MSCI World est un indice qui suit les actions de 23 pays développés dans le monde entier. Il s'agit donc d'un ETF très diversifié. Troisième partie du nom, UCITS, il s'agit simplement d'une norme européenne qui nous dit que à partir du moment où l'ETF est émis dans un des pays membres de l'Union européenne, il pourra être vendu et échangé dans l'ensemble des pays de l'UE. Et cela offre aussi un certain niveau de protection pour les investisseurs. Donc, ce n'est pas un critère que je considère comme pertinent, mais ce n'est jamais mauvais d'avoir cette norme européenne dans votre ETF. Troisième partie, ETF, ça vous dit simplement que c'est un ETF, donc pas très intéressant. Quatrième partie, USD, cela vous indique quelle est la devise dans laquelle cet ETF est émis. Je ne considère pas non plus que c'est un critère particulièrement pertinent, mais ce dernier a une certaine influence. En effet, vous achetez vos parts d'ETF avec des euros, mais il est valué en dollars. Et donc, la position du dollar par rapport à l'euro a une influence. Par exemple, si le dollar est bas par rapport à l'euro, eh bien la valeur de l'ETF va légèrement baisser, mais en contrepartie, vous pourrez vous acheter plus de parts d'ETF avec vos euros et, à contrario, lorsque le dollar sera haut par rapport à l'euro, eh bien sa valeur va augmenter, mais vous pourrez vous acheter moins de parts. Et cinquième élément, AC, cela tient pour accumulating par opposition à distribuant. Ça vous dit simplement la méthode de distribution de l'ETF. Et la méthode de distribution fait partie des critères de sélection d'un ETF. En effet, selon votre situation de vie, votre horizon d'investissement, votre situation géographique et tout un tas d'autres critères, vous pouvez tantôt préférer les ETF distribuants qui vont vous verser un dividende sur votre compte en banque et tantôt préférer les ETF capitalisants ou accumulatifs qui vont réinvestir le dividende dans le fonds indiciel. Et du coup, comment choisir sa méthode de distribution? Eh bien, je vais vous donner mes critères. Tout d'abord, il y a votre horizon d'investissement. Si celui-ci est le long terme, c'est-à-dire 20, 30, 40 ans, on préférera généralement les ETF capitalisants. En effet, augmenter la rentabilité moyenne de son investissement de quelques pourcents aura un impact significatif sur le montant total de votre portefeuille, surtout sur le long terme. Par contre, si vous êtes plus avancé dans votre parcours d'investisseur et que vous avez un horizon court-moyen terme, on peut préférer les ETF distribuants car on veut un complément de pension immédiat. Et histoire d'avoir un ordre de grandeur, disons que vous êtes au début de votre parcours d'investisseur et que vous avez déjà investi 10 000 euros sur un ETF distribuant, qu'il distribue en moyenne 3% de dividendes, c'est aussi dans la moyenne de ce genre d'ETF, eh bien vous allez recevoir tous les ans 300 euros. Certes, c'est toujours agréable de recevoir 300 euros sur son compte en banque, mais ça n'apportera aucun changement structurel dans votre vie. Par contre, si vous êtes plus avancé dans votre parcours et que, disons, vous avez 1 million d'euros à répartir sur un portefeuille d'ETF distribuant, si on garde toujours ce dividende moyen de 3%, vous arrivez à 30 000 euros annuels de dividendes, ce qui fait un petit peu moins de 3 000 euros par mois. Et un complément de retraite de 3 000 euros par mois, c'est très confortable pour vivre. Mon deuxième critère pour sélectionner une méthode de distribution, c'est la situation géographique. En effet, si vous êtes comme moi et que vous vivez en Belgique ou en France, pour certains qui me regardent, vous habitez dans un enfer fiscal communiste. Tout ça, je l'explique dans ma vidéo qui liste l'ensemble des taxes auxquelles est soumis un investisseur boursier belge. Et donc, comme vous le savez, tout dividende qui atterrit sur votre compte en banque est taxé à 30%. Voilà, comme ça, c'est gratuit, c'est le communiste. Et donc, vos 300 euros de tout à l'heure deviennent 210 euros.
l'État vous prend 90 euros pour financer son cheptel électoral et sa rente d'argent public. Du coup, il est préférable de ne pas sortir le dividende et de le laisser dans le fonds afin d'empêcher l'État belge ou français de mettre ses sales pattes velues dessus et de réinvestir la totalité des 300 euros dans le fonds afin d'en booster le rendement. Par contre, si vous êtes dans un pays normal qui ne taxe pas ou très peu les dividendes, il peut être intéressant de les toucher afin de les allouer à autre chose ou simplement d'augmenter votre niveau de vie. Maintenant que l'on a appris à décortiquer le nom d'un ETF, on va examiner deux autres exemples afin d'avoir des variantes. Tout d'abord, cet ETF, le Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C. Donc, il est relativement similaire au précédent. Ce qui change, c'est l'émetteur, mais comme je vous l'ai dit, c'est un critère peu pertinent. Ensuite, 1C, ça veut aussi dire accumulatif ou capitalisant, donc ça ne change pas. Ce qui change, c'est l'indice, le MSCI World ESG. ESG, c'est un acronyme qui tient pour Environmental Social Governance. Globalement, il va filtrer des entreprises mondiales selon des critères bobo, écolo, gauchistes. Alors, personnellement, je fuis comme la peste tout ETF qui mentionne cet acronyme car, selon moi, ce n'est pas le rôle d'une entreprise de faire de la propagande bobo-marxiste. De plus, ce genre de label tient plus d'une popularité éphémère que d'une croissance structurelle. Si vous voulez un exemple, prenez la dernière publicité de Jaguar. Je suis sûr que la marque respecte à 100% tous les critères ESG, mais je suis peu optimiste quant à son avenir économique. Mais si votre sensibilité personnelle vous dirige vers ce genre de critères, libre à vous d'investir, je ne vous retiens pas. Passons à un autre ETF. On a ce dernier qui est aussi similaire au précédent, Xtrackers MSCI World Healthcare UCITS ETF 1C. Donc on voit que tout est identique au précédent sauf l'indice. Cette fois, le MSCI World Healthcare, c'est un indice d'entreprise mondiale mais qui est filtré sur un seul secteur, le secteur de la santé. Alors, personnellement, j'évite ce genre d'ETF car, pour moi, on perd un des avantages principaux d'un ETF, c'est-à-dire la diversification sectorielle. Vous vous concentrez uniquement sur un secteur. Alors, oui, ça peut très bien marcher si le secteur est en hausse, mais par contre, dès que le secteur sera en crise, vous serez extrêmement exposé à cette crise et la valeur de votre ETF va chuter en flèche. Alors, libre à vous si vous avez le nez fin pour un secteur en particulier, mais à vos risques et périls. Évidemment, l'ensemble des caractéristiques d'un ETF n'est pas comprise dans le nom uniquement, il faut s'intéresser aux autres composantes, et donc reprenons notre exemple de tout à l'heure. Première caractéristique à examiner, c'est le TER ou Total Expense Ratio. Cela représente les frais liés à l'ETF, car bien évidemment, l'émetteur n'émet pas un fonds de bon cœur, il doit se rémunérer, mais pas de panique. En général, ces frais sont relativement peu élevés et vous n'avez pas à verser vous-même un montant à l'émetteur, il va simplement les piocher dans le fonds en lui-même. Pour avoir un ordre de grandeur, on considère qu'un TER supérieur à 0,5% est relativement élevé et au-delà de 0,75%, c'est très élevé et généralement peu justifié par la qualité de l'ETF. Si vous êtes autour de 0,2-0,3%, on considère que le TER est bas et donc le critère est validé. On a déjà parlé de la méthode de distribution, passons à la méthode de réplication. Il y a deux possibilités, une réplication physique, c'est-à-dire que l'émetteur va réellement acheter les positions de l'ETF, il va réellement acheter des actions Nvidia, Microsoft, Apple, etc., par opposition à une réplication synthétique. Dans ce cas, l'émetteur ne va pas acheter directement les actions, il va acheter d'autres outils financiers qui vont répliquer les performances des actions. Ces outils financiers peuvent être des obligations, des dettes, etc. Ça a une influence pour la Belgique car il existe une taxe appelée la taxe Renders qui va vous ponctionner de la plus-value que vous allez réaliser sur votre ETF à hauteur de 30% dès le moment où celui-ci est composé à au moins 10% d'obligations. Et donc, à titre personnel, je me concentre uniquement sur des ETF physiques
afin d'éviter au maximum de donner de l'argent à notre État communiste. Autre critère important, c'est la taille du fonds. En général, on veut qu'elle soit relativement élevée, minimum 100 millions voire 500 millions d'euros. En effet, lorsque le fonds est trop petit, il y a plus de chances qu'il soit clôturé. Donc ne vous en faites pas si votre fonds est clôturé, votre argent ne va pas disparaître, l'émetteur va simplement vendre ses positions et vous verser le montant de la vente. Bien évidemment, si la vente se fait alors que l'indice est au plus haut, c'est à votre bénéfice, mais si la vente se fait lorsque l'indice est au plus bas, vous allez encaisser une perte. Ensuite, il y a le nombre de positions de votre ETF. Cela représente votre diversification, c'est important, évidemment. Un autre critère que j'examine en général, c'est la domiciliation du fonds. En effet, cela a un impact fiscal, notamment par rapport au versement des dividendes. Je prends un exemple tout simple. Vous êtes belge et votre ETF est émis en France. Lorsque vous allez toucher des dividendes, la Belgique communiste va vous ponctionner de 30% sur vos dividendes, mais la France, qui est aussi un État communiste, va aussi ponctionner votre dividende et donc vous êtes doublement imposé. En général, en tant qu'Européen, on préfère les fonds domiciliés en Irlande car ils ne taxent pas les dividendes. Ensuite, on va simplement examiner la composition du fonds. Tout d'abord, on va examiner sa diversification géographique. Donc dans le cas d'un ETF mondial, elle est évidemment assez élevée, même s'il y a une surpondération des États-Unis, mais ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ensuite, et c'est très important, c'est la diversification sectorielle. On veut qu'elle soit la plus large possible. Et pour finir, on examine les positions principales de l'ETF. En effet, on veut qu'elle soit composée de bonnes entreprises. Mais de toute façon, les ETF ont un effet auto-nettoyant car les positions sont régulièrement réévaluées afin de conserver les meilleures positions et les meilleures performances pour notre ETF. On vient de voir les principales caractéristiques que je prends en compte pour faire le choix d'un ETF. On va les récapituler très rapidement. Tout d'abord, il y a l'indice que suit l'ETF, c'est très important. Ensuite, il y a la méthode de distribution qui va dépendre de où vous en êtes dans votre parcours d'investisseur. Ensuite, la méthode de réplication. Moi, je me concentre uniquement sur le physique. Ensuite, la taille du fonds, je veux qu'elle soit au minimum à 500 millions d'euros. Ensuite, le nombre de positions, je veux qu'il soit relativement élevé. Autre point à prendre en compte, la domiciliation du fonds. Je privilégie l'Irlande pour une meilleure fiscalité. Et ensuite, j'examine les différentes positions. Une fois qu'on a examiné ces caractéristiques, un petit conseil, ne vous prenez pas trop la tête. En effet, on utilise les ETF pour se simplifier la vie par rapport au stock picking, au choix sur des actions spécifiques. On veut gagner du temps au lieu d'examiner la santé financière de centaines d'entreprises. Ce n'est pas pour tomber dans un autre travers qui serait de l'ETF picking, où on essaierait de trouver des micro-différences entre deux ETF aux caractéristiques identiques. Avant de clôturer la vidéo, j'aimerais examiner et comparer quelques indices afin de vous donner un catalogue non exhaustif. Donc tout d'abord, notre MSCI World, notre indice mondial sur les pays développés. On remarque que depuis sa création, il a fait plus 500%. C'est une très bonne rentabilité. On bat aisément l'inflation. Et surtout, quand on prend un petit peu de recul, on remarque que l'ETF a très bien encaissé les différentes crises qu'il a pu subir. Par exemple, en 2020, il y a eu la crise du Covid, donc évidemment, ça a fait très peur, mais ça s'est rattrapé en quelques mois. Ensuite, aux alentours de 2022, il y a eu la guerre en Ukraine. Ça n'a pas beaucoup bougé et ça s'est rattrapé relativement rapidement. Et la plus récente, ça a été la crise des tarifs en avril 2025 et comme on voit, elle est déjà presque épongée. Donc, n'écoutez pas les journalistes de la RTBF, n'écoutez pas les étudiants bobos communistes. La mondialisation se porte très bien, le capitalisme se porte très bien et la tendance est à la croissance. Ensuite, autre indice qu'il est intéressant d'examiner, c'est l'indice MSCI Europe qui regroupe 400 entreprises européennes. Si on examine la croissance depuis la création, il y a un honorable plus 180%. C'est bon, pas aussi bien que l'indice monte.
Si vous avez des convictions sur l'Europe, vous pouvez y aller, mais moi, j'évite personnellement car la performance est moindre que par rapport à un indice simple comme le Monde. Autre indice que l'on peut considérer, c'est l'Eurostoxx 500. Là, on est toujours sur l'Europe, mais on se concentre sur les 50 plus grandes capitalisations. Par contre, là, on remarque que la performance est moindre que pour l'autre indice Europe. Et surtout, on remarque que dès le début, l'indice a sous-performé et a seulement commencé sa véritable croissance à peu près 10 ans après son émission. Mais sinon, la tendance est aussi à la croissance. Donc, si vous avez des convictions personnelles, allez-y, mais j'évite aussi. Celui-là, je le mentionne, mais là, je l'éviterai réellement, c'est le BEL 20. Donc, ça regroupe les 20 plus grandes capitalisations belges. Donc, en effet, si on regarde la performance, elle est tout à fait acceptable, plus 270% depuis sa création. Donc, c'est très bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais là où j'ai un souci, c'est au niveau de la diversification. Nous n'avons que 20 positions. Donc, certes, ce sont de belles positions, mais le problème, c'est que on est très vulnérable à la moindre crise en Belgique. Et ensuite, il n'y a pas beaucoup d'ETF qui suivent l'indice BEL 20 et quand on l'examine, il y a beaucoup de défauts, notamment des frais assez élevés. Ensuite, on a une domiciliation en France et donc ça veut dire que nous allons prendre double imposition au niveau des dividendes et pas de chance, c'est un ETF distribuant et donc la Belgique va se servir, la France va se servir et au final, il ne nous restera pas grand-chose. Donc, vous pouvez y aller si vous êtes très patriote, mais moi, j'évite cet ETF. Ensuite, un ETF beaucoup plus intéressant, c'est le S&P 500. Celui-ci va regrouper les 500 plus grandes capitalisations américaines et quand on regarde la croissance depuis la création, on est à plus 500% et donc c'est une très bonne rentabilité. Vous pouvez y aller sans aucun souci. Et comme pour l'indice monte, on a très bien encaissé les crises. La dernière en date, celle des tarifs de Trump, elle est quasiment résolue. Et pour finir, là c'est un indice qui est plus une conviction personnelle, c'est l'Asie des pays émergents. Alors, je vous l'accorde, la rentabilité n'est pas exceptionnelle depuis la création. Nous sommes à 140%, donc c'est OK, mais c'est bien inférieur aux autres indices. Mais là où je le trouve intéressant, c'est notamment au niveau de ses positions. On a des positions sur la Chine, sur Taïwan, l'Inde, la Corée du Sud, etc. Et je le répète, c'est une conviction personnelle. Vous n'êtes pas obligé de me suivre, mais je pense qu'il y a un avenir économique dans tous ces pays. Même s'il existe des inquiétudes, notamment par rapport à la situation politique de la Chine. En effet, un gouvernement communiste, ce n'est jamais une bonne chose, mais la Chine est en plein boom économique, elle est en train de passer en tête, ou elle est déjà passée en tête dans énormément de domaines, donc c'est un pays incontournable pour moi. Ensuite, l'Inde, elle, va réellement rentrer dans son boom économique dans pas longtemps, et on a d'autres pays très intéressants, Hong Kong, la Thaïlande, etc. Bon, évidemment Taïwan, très intéressant, même s'il y a le risque géopolitique avec l'invasion de la Chine, mais je ne pense pas, c'est une conviction personnelle encore une fois, que la Chine va réellement envahir Taïwan, car une invasion militaire, c'est logistiquement très compliqué, surtout si on doit passer par la mer. Voilà, donc on a passé en revue quelques indices, à vous de faire votre choix. Vous avez maintenant tous les éléments pour bien choisir un ETF et pour bien capitaliser et bien emmerder tous les communistes. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas, la liberté, c'est avant tout un choix.